Alors aujourd'hui, on va parler de la souveraineté. Mais avant tout, il faut comprendre pourquoi la souveraineté, c'est hyper important. Alors en France, et dans la plupart des régimes qui se veulent démocratiques, la souveraineté réside dans le peuple. Plus précisément, l'article 3 de la Constitution de la Ve République stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Mais alors, comment la souveraineté résiderait-elle à la fois dans le peuple et dans la nation ? En réalité, c'est d'abord parce que les hommes souverains, donc libres et égaux, décident d'abandonner une partie de leur liberté pour faire société, que cette même société devient souveraine et libre. C'est en tout cas le constat qu'ont fait des auteurs comme Locke, Hobbes et Rousseau, qui considèrent que le transfert partiel de souveraineté entre le peuple et l'État doit être organisé au sein d'un contrat social. Et c'est ce même contrat social qui permet aux hommes de préserver leur liberté et de l'octroyer aussi à l'État. Maintenant, il faut délimiter ce que c'est concrètement la souveraineté. Selon Jean Bodin, la souveraineté est la capacité de n'avoir pour supérieur que soi-même. La puissance souveraine est donc inaliénable, indivisible, infinie, c'est-à-dire éternelle dans le temps, et suprême. Paradoxalement, la puissance souveraine, le peuple comme l'État, reste limitée par le contrat social, la Constitution, les lois et divers traités. Néanmoins, ces limitations sont volontaires pour l'agent souverain. En effet, c'est bien parce qu'il n'a pas de supérieur qu'il est le seul à pouvoir s'auto-limiter. Mais alors, qui est vraiment souverain ? Le peuple ou la nation ? Car en théorie, seul l'un des deux peut être doté de la puissance suprême. Historiquement parlant, deux conceptions de la souveraineté se sont opposées pour finalement converger vers une conception commune. D'une part, la souveraineté nationale. Théorisée par la BCIS, cette conception plaide pour que la souveraineté réside dans la nation. Ce postulat a pour conséquence des mandats représentatifs du peuple. D'autre part, la souveraineté populaire. Cette fois-ci théorisée par Jean-Jacques Rousseau, cette conception plaide pour que la souveraineté réside dans le peuple. Ici, chaque citoyen est copropriétaire de la souveraineté. Et contrairement à la souveraineté nationale, cette conception a pour conséquence des mandats impératifs, au sein desquels les mandataires peuvent être révoqués par le peuple s'ils ne respectent pas le programme sur lequel ils ont été élus. Ainsi, ces deux conceptions de la souveraineté se calquent sur deux visions de la démocratie. La souveraineté populaire attachée à la démocratie directe, la souveraineté nationale attachée à la démocratie représentative. Néanmoins, la démocratie représentative semble être de plus en plus antinomique aujourd'hui, tandis que la souveraineté populaire s'impose de plus en plus naturellement. Plusieurs cantons suisses utilisent par exemple divers mécanismes de démocratie directe. Alors, dans un monde avec de tels moyens de communication, il convient peut-être de réfléchir à comment rendre le peuple pleinement souverain. Le référendum permet par exemple de consulter directement le peuple. C'est le cas du référendum législatif qui permet au président, sous condition, de consulter le peuple pour un projet de loi. C'est l'article 11 de la Constitution. L'article 89 de cette même Constitution mentionne le référendum comme un moyen d'adoption d'une révision constitutionnelle. Ce référendum peut être utilisé à l'échelle locale, dans une commune, un département ou une région, sur des questions relevant de compétences de cette collectivité. Dans l'Union européenne, l'initiative citoyenne européenne permet aux citoyens de proposer une législation en recueillant 1 million de signatures. Tandis que le référendum sur les traités peut être organisé par des États membres pour ratifier des amendements aux traités européens. Cependant, il ne faut pas arrêter de penser devant la règle. D'une part, le référendum peut être utilisé différemment, et d'autre part, d'autres mécanismes de consultation du peuple peuvent être mis en place. La consultation directe du peuple par référendum peut par exemple être accentuée grâce aux technologies de communication actuelles. Au Népal, les révolutionnaires organisent des élections via Discord. Après tout, on peut déjà voter en ligne dans plusieurs démocraties modernes pour élire les représentants. Alors, pourquoi ne pas le faire pour voter directement la loi ? D'autre part, plusieurs intellectuels proposent des solutions comme le veto populaire, qui permettrait aux citoyens de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une loi, ou un vote de confiance populaire vis-à-vis de ses élus, permettant à la population de révoquer son élu lors de son mandat. Par exemple, à mi-terme de son mandat, ou consécutivement à un veto populaire. Ici, l'élu ne serait plus un représentant, mais un mandataire du peuple. Enfin, diverses formes d'initiatives citoyennes peuvent être imaginées. Pétitions, cahiers de doléances et j'en passe. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai donné de la matière à réfléchir afin que chacun d'entre vous se fasse son propre opinion et afin que chacun d'entre vous réfléchisse à des solutions pour un futur meilleur pour nous tous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager la vidéo.